C'était une culpabilité d'être resté en vie. Pourquoi eux, pourquoi pas moi? Et en voyant des photos d'enfants de Buchenwald, on se dit, c'est pas normal que j'y ai échappé. J'aurais dû être là comme eux, c'était ça mon destin. Alors on en est sorti, c'est vrai, mais c'est pas facile à porter. Et on le porte tous les jours. 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. En France, les Alliés ont débarqué il y a presque un an, mais cette fois, les combats cessent pour de bon. Dans les rues de Paris, les résistants français pavanent, ils sont du côté des vainqueurs. Parmi eux, Daniel, 19 ans, le regard moqueur, clope au bec, main dans les poches, flanqué d'un appareil photo, un Rolleiflex, il capte des souvenirs. Pour s'amuser, entre copains, l'adolescence a été violente, à se cacher dans des maquis, les lieux où se regroupent les résistants, mais aussi plus sérieusement, car il veut être photoreporter. Sur le terrain, il photographie des familles qui se pressent devant l'un des plus beaux hôtels de la rive gauche, le Lutetia. C'est là que sont accueillis les rescapés des camps. Sur un quai de gare, des enfants de retour de déportation, le regard vide, s'avance face à son objectif. L'horreur prend forme sous ses yeux. Et la France découvre ce qu'était la solution finale. 80 ans plus tard, Europe 1 se plonge dans les clichés exceptionnels, tout juste retrouvés, du photographe juif et résistant Daniel Franck Mélian-Chénin. À travers ses yeux, à quoi ressemble la France libérée? Je m'appelle Louise Salé et vous écoutez 1945, Les Survivants, un podcast de la rédaction d'Europe 1 imaginé à partir des photos de Daniel Franck. Épisode 1, le combat. Je naviguais toujours dans tous les coins, dans tous les sens possibles. Et ça me plaisait énormément. Mais j'ai jamais eu peur de ma vie. J'ai jamais connu la peur de ma vie. Cette voix, c'est celle de Daniel Franck Mélian-Chénin, décédé il y a peu, le 18 février 2025, à 98 ans. Après une vie de combat, de résistance pendant la guerre, puis de photojournaliste pour la mémoire de la Shoah. Abraham Meliran Chénin, c'est son nom de naissance, voit le jour le 2 avril 1926 dans le Loiret, à Montargis. Ses parents sont des réfugiés juifs russes, immigrés en France. Son père meurt peu après sa naissance dans un accident d'usine. Sa mère, seule, se sent incapable de l'élever et confie son petit de 3 ans à une nourrice. Dans l'appartement parisien de la famille Mélian-Chénin, Pascal, fils de Daniel, tourne les pages d'un album photo de famille. Sur l'une d'entre elles, la nourrice de son père, Blanche Renaud, se tient aux côtés du petit Abraham, que tout le monde surnomme alors Manou. Sur une des photos, on la voit, elle est dans une robe qui rappelle un peu la mère Denis pour les publicités pour des machines à laver des années 70, donc une femme très simple, avec des cheveux blancs, elle était âgée, bronzée sans doute par le soleil, faisait le jardin. Donc pendant son enfance, il est effectivement chez la mère Renaud, à Chalette-sur-Loing, un patelin assez bleu, assez anticlérical. Mon père est toujours resté athée depuis, c'est là qu'il a appris à lire, à écrire. Lorsque la guerre éclate, Manou rejoint un internat israélite à Paris, rue des Rosiers. Il est inscrit par des proches de sa famille qui croient le mettre à l'abri. En 1942, il revêt l'étoile jaune comme exigé par l'État français et choisit de poser avec sur une photo. Alors, on voit le jeune Daniel. Lior Lalieu, responsable de la photothèque au mémorial de la Shoah. Et il est donc dans un studio de photographe. Il a l'air très fier, avec un léger sourire. Il porte fièrement donc l'étoile jaune. Alors oui, ça paraît curieux, mais finalement, si on regarde les photos que nous avons à la photothèque du mémorial de la Shoah, on a en quantité importante des photos prises en studio en juin 1942. Ce sont de très belles photos et on voit des familles entières se faire prendre en photo. Donc pourquoi les Juifs se font prendre en photo en 1942 alors qu'ils ont l'obligation de porter l'étoile jaune par les autorités allemandes? Eh bien, il y a une certaine fierté, ou alors de garder un souvenir. Et il y a des lettres aussi où certains enfants, certains jeunes écrivent « Je porte cette étoile juive avec fierté ». On a l'impression que les gens, à ce moment-là, peut-être par défi de l'autorité allemande, portent l'étoile jaune avec fierté et se font prendre en photo.
En ce début d'été 1942, les rafles ne tardent pas à arriver. Manu comprend qu'il est recherché lorsqu'il apprend que des policiers ont agressé sa nourrice pour savoir où il se trouve. La veille d'une rafle organisée dans son internat, il réussit à prendre la fuite avec un copain, Nicolas, et à gagner la région lyonnaise où il entre en résistance. On imagine, il a 16 ans, il a même pas 17 ans, et il prend des risques inconsidérés parce que lui-même est en danger. Sandrine Schwartz, historienne à l'Institut Elie Wiesel. Et il va faire un certain nombre d'actions de résistance vers l'Espagne, vers la Suisse. Il fait passer des personnes qui sont recherchées, ou des résistants, ou des familles juives persécutées. En septembre 1942, il était arrêté à Orsières, il est emprisonné, il est refoulé vers la France, il est de nouveau arrêté à Valorcine, interné à l'hôpital de Brousse à Lyon, il parvient à s'évader et à chaque fois, c'est des rencontres incroyables pour ce jeune garçon. Et là, c'est un ecclésiastique, un aumônier militaire, le père Bouet, qui l'aide à s'évader. Manu rejoint ensuite près de Toulouse un autre réseau de résistance juive à Moissac. Ce sont des scouts clandestins, les éclaireurs israélites de France. Mais en février 1943, Manu est une nouvelle fois arrêté et interné dans le camp de Sept-Fonds, d'où il aurait dû être déporté. Il réussit, encore une fois, à s'échapper. Un certain monsieur Béchard lui conseille de se cacher sous un tas d'ordures pour ne pas se faire voir. Une fois dehors, il se fait appeler Daniel Béchard. Béchard en hommage à ce gardien de prison qui lui a sauvé la vie. Et Daniel, comme le fils de son parrain qu'il a connu étant petit, c'est sous cette nouvelle identité qu'il finit par se cacher à Castres dans un pensionnat avec une douzaine d'autres enfants juifs, dont Simra Arom. C'était en automne 43. Simra Arom, 95 ans. Chacun avait sa fausse identité, chacun avait une fausse histoire, une fausse biographie qu'on lui a fabriquée. Fred Aubert, je m'appelais, voilà. Je pense que c'est là que nous avons rencontré Daniel, parce que moi, à l'époque, j'avais 13 ans, il devait en avoir 17, si je ne me trompe pas. Et donc, il était un peu notre chef. Et bon, et c'était lui qui était notre représentant, en fait, parce que c'était le plus âgé. Puis il était très débrouillard aussi. C'était le grand frère de nous tous. Et on l'admirait beaucoup aussi. C'était le plus grand, c'était le plus vieux, voilà. Mais Daniel nous avait aussi aidés à trouver des correspondants en ville, pour qu'on puisse sortir le jeudi après-midi et le dimanche. Et ça, c'était aussi très important, parce que sinon, on était comme des rats c'était sinistre. On mangeait très mal, il y avait très peu de choses. Alors, 250 grammes de pain, et on avait faim tout le temps. Cette année scolaire est très particulière pour Daniel. Il fait des allers-retours entre le pensionnat et le maquis, là où sont cachés les résistants. Il y fabrique des faux papiers et transporte des armes. Yves Durand, journaliste, a écrit un livre sur la vie de ce collège de Castres pendant la guerre. Tout au long de l'année scolaire, il va être entre le collège, mais également le maquis de Vabre, qui est un maquis qui se trouve à simplement quelques dizaines de kilomètres au nord de Castres, un maquis triconfessionnel. Il y a à la fois des catholiques, des protestants, des juifs. Il en fait partie. Et puis, régulièrement, il redescend au collège. Mais il figure, je crois que c'est ce qui est extraordinaire, il figure sur la photo scolaire, la photo de classe qui est prise de différents internes du collège. Il y est, et c'était très dangereux finalement d'accepter de se faire prendre en photo de classe. Alors, pour se protéger, ils avaient un nom d'emprunt. Et heureusement, le secret n'avait pas fuité et personne ne les connaissait sous leur vrai nom. Durant l'été 1944, les combats font rage. Paris est libéré à la fin du mois d'août. Officiellement, cependant, la guerre n'est pas terminée. Vous venez d'écouter le premier épisode de 1945, Les Survivants, un podcast de la rédaction d'Europe 1, imaginé à partir des photos de Daniel Franck retrouvées par ses enfants. J'ai écrit et présenté ce podcast. Christophe Davio l'a réalisé. Merci aux archives d'Europe 1, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion et coordination des partenariats, Marie Corpet. Merci tout particulièrement à Franck, Éric et Pascal
Les trois fils de Daniel Frank, Sandrine Schwartz, Lior Lalieu du Mémorial de la Shoah et à celles et ceux qui m'ont confié leur témoignage ou leur éclairage. Retrouvez ce podcast sur le site et l'appli d'Europe 1 et à très vite pour le prochain épisode.